Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir les défaillances d'entreprise, les derniers chiffres, hein, c'est une vraie catastrophe. Mais en attendant, ma voix aussi c'est une catastrophe, je suis un peu enrhumé. Désolé, donc c'est parti. Alors, ce qu'il faut voir, déjà on va commencer par regarder un peu la variation mensuelle des chiffres quelque part. Donc la ligne noire ici c'est 2024, c'est là où on se situe, hein. Et on s'aperçoit que bon, ça avait diminué très classiquement au mois d'août et puis ça reprend en fait le chemin. euh, voilà, ça reprend la moyenne. Là, on est à 5876 faillites en septembre 2024. Donc voilà un peu où on en est actuellement. On peut voir sur le schéma ici que on est vraiment dans les plus hauts, hein, dans les plus hautes crises en fait. Maintenant, je crois qu'on peut vraiment dire que là, on arrive vraiment dans le plus haut de la crise, avec l'équivalent de ce qu'on avait pendant la crise de l'euro, la crise des subprimes, ou même celle des années 90 qui avait été particulièrement grave. Donc c'est très très problématique. Souvent, il y a des gens qui disent oui, mais c'est un rattrapage de la pandémie. Eh ben, ce graphique montre que absolument pas du tout. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus loin qu'un simple rattrapage. Vous voyez, ici, c'est le zéro. Au-dessus, en fait, ce sont les pertes, les faillites d'entreprise. Et en dessous, ce sont, on va dire, les moindres faillites d'entreprise par rapport à la moyenne. Donc, en fait, si vous voulez, ce que vous avez en dessous, on peut dire par exemple que ça, c'est des faillites en moins par rapport au zéro, hein. Donc là, vous avez la surface, par exemple, du carré, hein, on le fait en gros, hein. Je veux dire, là, vous avez la surface du carré, et puis là, vous avez à peu près la moitié du carré, hein. Donc on va dire que ça fait 1,5 en moins. En faillite, par contre, si vous regardez ici, vous avez ici pratiquement un carré. Là, vous avez à peu près une moitié de carré. Et puis vous avez ici toute cette partie-là. Oui. Et donc là, on voit bien on est nettement supérieur à juste un simple rattrapage de ce qui a pu se passer ici, en fait. On peut voir de toute façon que si on regarde ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, donc juillet 2009, on est bien au-delà, en fait, de ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. On est même bien au-delà de ce qui s'est passé dans la crise de 90 qui avait été particulièrement dure. Donc, je veux dire, quelque part, voilà. Alors, pourquoi on n'a pas le sentiment en fait que la crise est grave? Tout simplement parce que vous n'avez pas eu de grosses nouvelles ici en août, vous voyez, en août 2008, septembre, octobre, ouais, ok, 2008, vous avez eu l'annonce de Lehman Brothers. Donc, quelque part, ça a créé une panique à ce moment-là. Et quelque part, ça a acté pour tout le monde, ça a fait les gros titres des journaux, la crise est là. Mais en fait, euh, la crise, vous la vivez maintenant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous aviez une crise au Moyen-Orient, par exemple, hein, une crise, par exemple, un élargissement de la guerre au Proche-Orient ou ce genre de choses-là, en fait, à ce moment-là, vous auriez des prix du pétrole qui vont monter en flèche. Et à ce moment-là, eh bien, vous auriez encore plus de problèmes. En fait, ça provoquerait chez nous directement encore plus de faillites et du chômage. Euh, donc, on va aller voir maintenant les chiffres en fait par type d'entreprise. Alors, je pense que ça c'est particulièrement important. Voilà. Et vous allez voir, la situation est vraiment pas bonne, hein, je veux dire, quelque part. Le chiffre que peut-être les gens n'ont pas l'habitude de regarder, parce que c'est pas un chiffre quelque part où il y a de grandes variations. Ce sont les ETI et les EGI et les grandes entreprises. C'est les entreprises de taille moyenne, pardon, intermédiaire. Donc c'est des entreprises qui vont à l'international,
Les grandes entreprises, bon, ça c'est évident pour tout le monde. Ce qu'on peut voir ici, hein, c'est qu'à partir de 2002, en fait, on a une croissance comme ça du volume d'encours de crédit, en fait, pour les faillites. Ça veut dire, en fait, on ne regarde pas le nombre d'entreprises, on regarde leur volume, ce qu'elles représentent dans l'économie. Vous voyez, là, on passe en fait de pratiquement zéro, en fait, à 0,17. Donc c'est quand même important, c'est quand même significatif. Et même si on regarde en termes absolus, on peut s'apercevoir qu'on est à peu près, voilà, si on compte ici, hein, je veux dire 0,17, on est ici bon, ça c'est voilà. En 2018, il y avait eu un problème, hein, il y avait eu un problème économique. Les Américains avaient été obligés de rebaisser les taux suite à ce problème économique qui était dû à la remontée des taux. On voit bien la montée justement du volume de faillite, hein, sur ce type d'entreprise. Pareil ici, en 2011, crise de l'euro, etc. Aussi le problème. On a la crise des subprimes, mars 2007, en fait, ça se voyait déjà sur ce type d'entreprise. On voit que lentement, en fait, on est en train de s'approcher justement de niveaux problématiques, même si ça a l'air beaucoup moins impressionnant que les autres entreprises. Par exemple, si vous prenez les petites entreprises, c'est clair, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe sans mélange. Mais ça paraît quand même beaucoup moins, ça saute beaucoup moins, enfin ça saute beaucoup plus aux yeux, pardon, que ce qui se passe sur les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires. Mais il faut bien comprendre que les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises, quand elles ferment, elles licencient par milliers, voire par dizaines de milliers de personnes. À l'heure actuelle, dans la tech aux États-Unis, vous avez des milliers, des entreprises de la tech, hein, qui licencient par milliers ou dizaines de milliers de personnes. Donc c'est ça, il faut faire quand même très attention. Alors le poids des licenciements, enfin pardon, des faillites dans les petites entreprises est évidemment beaucoup plus élevé en France pour l'instant que ce qui se passe pour les petites entreprises. Voilà. Mais quand même, on voit que les petites entreprises, en septembre 2024, on est dans les clous en fait de ce qui s'est passé dans les pires moments de la crise des subprimes. Hein. Je veux dire, faut jamais oublier que le déclenchement, c'est ici, hein, c'est septembre, voilà, septembre 2008, hein, 1,15. Il y a longtemps qu'on a passé les 1,15. Là, on est 1,76. Là, on est 1,72. Donc là, on est comme si on était dans le pire de la crise des subprimes. C'est ça qu'il faut quand même voir. Au niveau des petites entreprises, c'est clairement une hécatombe. Si vous regardez les moyennes entreprises, c'est un peu pareil que les grandes entreprises, en fait. Les lignes ne bougent pas beaucoup, mais quelque part, elles n'arrêtent pas quand même de croître. Et on voit bien que c'est la catastrophe. 0,56. C'est voilà, c'est ce que vous aviez ici, par exemple. Voilà, à cet endroit-là, à peu près en janvier 2009, hein, c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. C'est que si on regarde en termes de dynamique au niveau des faillites d'entreprises, on se situe quelque part comme si on avait déjà franchi un Lehman Brothers quelques mois plus tard. C'est ça en fait, la situation économique, elle est dans cette situation-là. Alors les TPE c'est tout difficile parce que là ils ont fait une reprise, bon ok, mais on voit bien que là on était arrivé à 0,77. Si on regarde en fait ici, voilà, on est ici à peu près, on est encore dans les niveaux de décembre 2009, donc vraiment, on est dans les plus hauts, quoi. Je veux dire, on est dans des plus hautes crises en termes de faillite. Hein. Enfin, on rejoint les plus hauts. Alors maintenant, je ne sais pas si ça sera les plus hauts, parce que pour l'instant, on en est là. Normalement, le cycle, il doit revenir quelque part à zéro. Donc ça veut dire qu'avant de revenir ici à zéro, il y a encore pas mal de faillites qui vont avoir lieu ici, vous voyez. Donc ça veut dire que si vous
prolonger les lignes ici, ça vous fait à peu près je sais pas, 2,75 comparé à 1,50. On n'est pas du tout dans du rattrapage, là. On est vraiment dans une vraie situation de crise. C'est une crise larvée, hein. C'est quelque part un atterrissage soft landing, comme on dit. Mais il n'en reste pas moins que c'est vraiment une crise catastrophique, quoi. Alors, il y a aussi quelque chose malheureusement qu'il faut battre en brèche, c'est l'histoire de la création d'entreprise. Donc la création d'entreprise, on n'a pas le droit, si vous voulez, de prendre ces chiffres-là et de dire, bon, ok, il y a beaucoup de faillites, mais il y a beaucoup de création d'entreprises. Hein. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Je pense que c'est extrêmement faux. Je vais vous expliquer et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Ici, vous avez les créations d'entreprises, hein. C'est voilà, deuxième trimestre 2024, donc ça fait il n'y a pas très longtemps. Vous avez ici les entreprises hors micro-entrepreneurs, hein. Et puis en bleu, c'est avec micro-entrepreneurs. Donc vous comprenez bien que la différence entre ça et ça, ce sont les micro-entrepreneurs. Le problème, c'est que, si vous voulez, autant la, la micro-entreprise a servi à un moment donné à, comment dire, prendre en compte le fait que tout ce qui était administratif au niveau entreprise était d'une complexité sans nom en France, que les entreprises étaient coulées à cause de tout ce fardeau administratif. Et donc, c'est quelque chose qui était vraiment, en fait, très problématique. C'est quelque chose qui était vraiment très problématique parce que les entreprises n'arrivaient même pas à se créer, en fait. Il ne pouvait même pas y avoir un démarrage tellement le fardeau était énorme. Donc, il y a eu la bonne idée, hein, de l'auto-entrepreneuriat. C'était une excellente et géniale idée parce que ça a permis effectivement à plein de gens, en fait, qui voulaient créer, de faire quelque chose. Mais en fait, il y a eu un effet pervers qui s'est passé évidemment avec les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance. C'est-à-dire que on voit bien que tout d'un coup, la ligne là, de création d'entreprise, y compris micro-entrepreneurs, elle diverge fortement vers le haut. Alors la question, on va dire, oh c'est génial, la Startup Nation, elle a créé plein d'entreprises, c'est génial. Non, non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a juste trafiqué comme ça les chiffres du chômage. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. C'est marqué là. Voilà. Répartition des auto-entrepreneurs en France en 2017 selon le montant du capital social. Donc si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui va se lancer dans une entreprise, dans l'auto-entrepreneuriat, ou dans une micro-entreprise, hein, quelque part. Je veux dire, voilà, dans une micro-entreprise, eh ben, il va ramener du capital. N'importe qui a, disons, approché de près ou de loin le monde de l'entrepreneuriat du vrai, hein, avec l'entreprise, etc., sait qu'il faut un capital minimum de départ. Vous ne pouvez pas commencer sans rien, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, vous avez minimum besoin d'un PC, vous avez minimum besoin d'une table et d'une chaise, voilà, sans compter le reste. Donc, si vous voulez, le capital social, par exemple, si vous avez, je sais pas, un étudiant, par exemple, ou quelqu'un qui veut travailler pour transporter des plats entre un restaurant et des clients, eh bien, à ce moment-là, il va se mettre comme auto-entrepreneur. Il va dire qu'il n'a pas de capital social, il n'en a pas besoin, en fait, et il va s'inscrire là-dedans. Mais ça, c'est pas une entreprise. Ça, c'est juste quelqu'un qui est tombé dans le sous-salariat. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face, qui est moins bien payé, qui est moins bien protégé avec la sécurité sociale, avec le chômage, il n'a pas de retraite ou il a peu de retraite. Enfin, voilà. Donc c'est tout ça. Une entreprise, c'est pas du tout ça. Une entreprise, c'est vous avez un chef d'entreprise, vous avez au moins un autre salarié. Hein, vous avez du salariat, vous avez une comptabilité, vous avez une gestion d'entreprise, il y a une participation au business, à l'économie qui est beaucoup plus claire.
Souvent, les auto-entrepreneurs, d'ailleurs, gagnent pas grand-chose, et puis ils sont aussi captifs d'une plateforme, hein. Donc c'est pas du tout de l'entrepreneuriat, c'est juste du sous-salariat. Donc si vous voulez, tous les gens, on va dire, qui commencent avec moins de, allez, euh, voilà, avec moins de 1000 euros, et encore je suis gentil, hein, parce que voilà. Donc vous voyez, 50, 60, 70, vous avez pratiquement, vous avez pratiquement 90% des auto-entrepreneurs qui en fait commencent avec pas de capital, qui se payent des salaires de misère, qui embauchent personne évidemment. Donc si vous voulez, ce ne sont pas de vraies entreprises. Donc on n'a pas le droit, hein, de dire que euh, ce chiffre-là qu'on a ici, il compense les faillites qu'on a là. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible, parce que c'est pas la marque d'une réussite. Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que quand vous avez des entreprises qui font faillite, hein, quand vous avez des entreprises qui font faillite, vous avez des chômeurs, hein, donc des gens qui sont obligés de se trouver du travail. Vous en avez un certain nombre qui s'inscrivent comme micro-entrepreneurs, hein, comme auto-entrepreneurs, pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. On leur a fait miroiter peut-être l'entreprise, machin, tout ça. Donc ça s'appelle auto-entrepreneur, machin, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est juste pour masquer une catastrophe. La catastrophe, c'est que en fait, ces chiffres-là qui montent, là, cette partie-là, ça devrait plutôt alimenter les chiffres du chômage. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils devraient être classés dans la catégorie chômeur. Alors peut-être pas catégorie A, mais en tout cas dans les autres catégories, chômage partiel, etc. Parce que c'est le rôle, c'est pas le rôle, mais enfin disons, c'est ce qui se passe dans l'économie. C'est que pour l'économie, ces gens-là, et pour eux-mêmes d'ailleurs, ne sont pas rentables en fonction de leur force de travail, ou de leur capacité de travail intellectuelle. Ils travaillent bien en dessous et ils reçoivent une rémunération qui est bien en dessous de leur capacité et qui n'est pas intégrée dans le tissu économique. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans l'économie, dans la création d'entreprises. Alors c'est peut-être sympa pour faire croire aux étrangers qu'il y a beaucoup de création d'entreprises en France, ou que la Startup Nation, c'est un truc qui marche bien. Mais en fait, ça veut juste dire que on a foutu ici ces chiffres-là, alors qu'ils devraient être réintégrés dans la partie chômeur. On ne devrait même pas compter les micro-entrepreneurs dans le truc des créations d'entreprises. C'est pas une critique envers l'INSEE, parce que, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, ce sont des catégories administratives. Donc, ça s'appelle micro-entrepreneur, ça s'appelle entre guillemets entreprise, donc ils le classent comme ça. Mais le seul chiffre vraiment significatif de création d'entreprise, c'est la ligne jaune, hein, c'est pas la ligne bleue. Voilà. Le jour où le micro-entrepreneur il embauche quelqu'un, il a un salarié, à ce moment-là, bah, nécessairement il doit passer en autre chose. Et à ce moment-là, ok. Mais tant que c'en n'est pas là, là, ça reste, c'est pas d'entreprise, ça. Un freelance, un indépendant, c'est pas une entreprise. Donc voilà, ça c'est particulièrement important. Et donc on voit bien toute la catastrophe. Alors évidemment, cette partie-là, la partie euh, sous Sarkozy en fait, hein, parce que c'est un peu ça. On peut pas dire grand-chose. Ça a quand même été une période de crise très très dure, auquel on n'était pas préparé. Je veux dire, clairement, on est mieux préparé pour celle-là que ce qu'il y avait avant. Enfin, malheureusement, peut-être pas ceux qui sont, pas ceux qui étaient au pouvoir. Donc, mais ce qui s'est passé après, à partir de 2012, bah, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est une pure catastrophe. Hein, parce que les chiffres du chômage, en fait, ils sont là. Donc, on ne peut pas compenser, hein. C'est vraiment important de bien voir ça. On ne peut pas compenser par la création d'entreprises. On ne peut pas dire que ça compense. Non. La création d'entreprise, c'est juste... Enfin, le chiffre, si vous voulez, la courbe bleue, c'est juste la marque d'une montée de la précarité dans le pays. C'est tout ce que ça veut dire.
le chiffre jaune montre que globalement, la création d'entreprises, bah, elle est plutôt en baisse en France, en tout cas en ce moment. Elle est plutôt en baisse et c'est une catastrophe des jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, clairement, quoi. Et ça se lit là-dedans. Mais vous avez d'autres statistiques hein, sur l'état des micro-entrepreneurs. Vous allez voir, c'est catastrophique. Donc faut arrêter de parler de création. C'est bon pour personne. Je veux dire, si vous êtes jeune, vous avez envie de monter une entreprise, ça se monte à plusieurs. L'idée de monter une entreprise tout seul, de démarrer tout seul, c'est du bullshit, du pur bullshit. C'est ce qu'on vous fait croire, hein. Mais le jour où votre boîte se plante, d'ailleurs, c'est assez terrible parce que j'ai regardé un truc là dans Forbes, je vous recommande l'article, hein. Les entrepreneurs face au spectre des défaillances d'entreprise, comment limiter la casse. Donc, si vous regardez voilà. En France, quels sont les mécanismes qui peuvent décourager ou inciter les entrepreneurs à actionner cette procédure? Il est important de noter que pour les sociétés qui souhaitent être radiées par liquidation amiable, donc ça c'est le meilleur, c'est-à-dire vous apercevez dans votre business plan que ça ne va pas le faire, hein. Faut pas insister, faut fermer la boîte. Parce que si vous voyez pas un avenir, je veux dire, si vous voyez pas à quelques mois des entrées d'argent qui arrivent, ça va mal se terminer et faut pas que vous terminiez avec des dettes, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc, un nouveau décret est mis en application au 1er octobre 2024. Dorénavant, il est obligatoire de faire la demande d'un certificat de conformité auprès des administrations fiscales françaises et organismes sociaux. Donc ça, c'est gros à parier que c'est encore un coup des jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance qui ont mis ça au point pour le jour en fait où vous devez fermer votre boîte, vous voulez le faire proprement, en fait ils vont vous mettre les bâtons dans les roues de manière à voilà, ce certificat doit confirmer que les déclarations sont à jour, que la société n'a pas de dette. La formalité déjà complexe et lourde va se trouver encore plus difficile à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça, je veux dire, quand vous montez une boîte en France, vous devez faire vraiment très très attention. Tout le monde est prêt à vous signer tous les papiers que vous voulez en 2 heures pour créer votre entreprise. Ça, pour ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'on ne vous dit pas derrière, en fait, c'est que derrière, vous avez un fardeau monstrueux, un fardeau administratif monstrueux qui va vous écraser et en plus qui va vous désigner comme coupable. C'est ça qui est terrible, en fait. Vous allez vous retrouver dans une société où, comme vous êtes créateur d'entreprise, même si vous gagnez moins que les autres, en fait, c'est le cas de la plupart des créateurs d'entreprises, en fait, vous allez vous retrouver avec un fardeau, et vous allez vous retrouver là-dedans. Voilà. Et le jour où vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas vous en sortir, bah là, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment tombé dans un vrai piège, quoi. Et donc, c'est un peu le problème. Je veux dire, créer une entreprise en France quand on n'est pas sorti des bonnes familles, quand on n'a pas les bons diplômes, quand on n'a pas les bonnes relations, c'est pas une super idée. C'est pour ça qu'il y a énormément de Français en fait qui réussissent, mais ils réussissent et créent du boulot et de la richesse à l'international. Je veux dire, mais quelque part, c'est un choix de la société qui est comme ça. Je veux dire, ils ont choisi de mettre la société comme ça. Alors, si vous voulez, ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que vous avez quand même tout un tas de marketing. Il y a du marketing qui est fait avec des belles plaquettes, vous avez des beaux sites web, vous avez l'inclusion, la diversité, tout. Enfin, c'est social, c'est bienveillant. Voilà, c'est le terme. Voilà, vous avez tout un marketing bienveillant pour vous dire machin. Le problème, c'est que vous allez être mis dans un espèce de tunnel. Hein. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Non, c'était une vidéo. C'est les vaches qu'on amenait traire. Les vaches, on les fait passer dans des tunnels. On leur met
des appareils de treillage, puis on actionne le bouton, puis ça traite le lait comme ça. Ça me fait penser tout à fait à ça, en fait. Donc ça veut dire que vous serez jamais un Bill Gates. C'est pas possible. Vous allez végéter à moins de 10 salariés comme ça pendant des années. Et il y a toute une superstructure qui va se servir et qui va vivre comme ça sur ça. Le jour où vous allez comprendre, hein, eh bien, vous allez partir à la Silicon Valley, dans des endroits comme ça, et malheureusement, ça sera autant de richesse qui sera perdu pour la France. C'est terrible, mais malheureusement, et c'est terrible parce que c'est d'application au 1er octobre 2024. Donc vraiment, c'est un truc assez... Au lieu de faciliter la création d'entreprises, je veux dire, on est dans un moment où les chefs d'entreprise, c'est une ressource précieuse. Quelqu'un qui a monté une boîte, qui l'a fait vivre, et il s'est planté, ok, sa boîte elle est en faillite, mais je veux dire, il a pas fait exprès de la mettre en faillite, sa boîte. Mais il a appris de l'échec. Ce gars-là, il faut lui redonner sa chance, justement parce qu'il a l'expérience. C'est pas parce qu'il est en échec qu'il faut dire il est mauvais. Il faut dire au contraire, il a planté sa boîte, donc il a une expérience. Il faut redonner plus facilement des fonds. Il faut lui redonner des facilités. Il faut arrêter tout ce fardeau administratif. Je veux dire, il faut arrêter ça. Euh, à la fin, il y aura plus de richesse créée en France. Je veux dire, la productivité, elle baisse. C'est pas pour rien. C'est parce que les gens qui sont créateurs de valeur, il y en a peut-être pas énormément, mais ils se barrent, ils restent pas, ils s'en vont. Donc, je veux dire, c'est ça le problème. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc faillite. Les secteurs. Les secteurs, donc cumul sur 12 mois, ok. Là, on a septembre 2024, août. Voilà. Enfin bon, ça veut pas dire grand-chose parce que août, il y avait vraiment une grosse baisse, donc il va y avoir là une très forte hausse. Donc ça veut pas dire grand-chose sur ce mois-là. Par contre, on peut voir... donc bon, je pense qu'on a vu à peu près tout ce schéma-là. Ok, je vous ai dit ce que je pensais, ça c'est très important. Donc défaillance d'entreprise en hausse, 14% au troisième trimestre. En fait, les chiffres de la Banque de France, je suppose qu'ils viennent de là, en fait, du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Je pense que ça doit être ça. Voilà, ce qu'il faut voir, voilà, c'est par rapport à la moyenne du troisième trimestre, le Conseil constate une hausse très importante des défaillances dans les activités financières et d'assurance. Ça, c'est extrêmement inquiétant quand même, hein. Les activités mobilières, ainsi que dans le transport et l'entreposage, et les activités scientifiques techniques. C'est grave ça, hein. Parce que normalement, la France, on produit du service cher qui peut être vendu à l'international, etc. Si ça se barre, ça c'est du savoir-faire, hein. Il faut bien comprendre ça, hein. C'est aussi un des trucs qui est grave. Je suis désolé de rester longtemps, mais je pense que ça demande vraiment beaucoup d'explications. Comprendre quand même un peu ce qui se passe quand on est dans cette situation-là. Ça veut dire en fait que vous avez des noms d'entreprises. Je vous disais tout à l'heure, l'expérience d'un chef d'entreprise qui s'est planté, elle est importante. Bien sûr, elle est importante. Pourquoi ça? Si vous voulez, l'entreprise, bon, on va prendre une entreprise. Moi, M, elle ferme, elle met la clé sous la porte. Mais il faut bien comprendre que moi, M-1, moi, M-2, dans la boîte, et avant, dans la boîte, en fait, il y avait des savoir-faire, des procédés, des processus, des choses comme ça. Je pense par exemple, il y a une boîte qui annonce, qui était connue, j'ai vu ça sur Twitter, Enertime, qui annonce sa mise en liquidation judiciaire. Donc
si vous voulez, cette boîte, hein, on peut aller voir le site web. Hein. Ça prend un peu de temps à se charger. Voilà. Si on regarde l'entreprise, hein, c'est une entreprise, donc voilà, ils sont très pérennes. Enfin, ils étaient très pérennes. Récupération de chaleur, géothermie, tout ça. Donc, si vous voulez, tout ça, en fait, c'est énormément de savoir-faire, c'est énormément de techniques, ce sont des process, ils ont été certifiés de qualité, ils ont créé un écosystème autour de leur entreprise, ils sont intégrés dans le tissu économique français, européen, même mondial. Il y a des investisseurs, vous voyez, enfin, je vais pas aller dans tous les détails du truc, mais vous comprenez bien que ça se crée pas en 3 secondes. Donc, vous aviez ça en France, si vous voulez, et imaginons par exemple, bah, maintenant cette entreprise met la clé sous la porte, ferme, imaginons, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais elle disparaît. Combien de temps, combien de temps vous pensez que ça va reprendre, hein? Parce que pour que cette entreprise soit de nouveau opérationnelle au même niveau, hein, il va falloir la recréer, etc. Donc une entreprise comme ça, vous n'allez pas obtenir de résultats avant 2 ans, 3 ans. Voilà, et encore, je suis vraiment très très optimiste. Hein. Mais elle reprendra, si vous voulez, une activité ne reprendra pas sa place voilà, rapidement. Il va falloir du temps. Et donc, si vous voulez, c'est autant de choses qui sont perdues pour la France parce que ils vont avoir des concurrents qui, eux, vont prendre les marchés, hein, ou même qui vont racheter la boîte, hein, ou qui vont racheter la boîte pour prendre les clients, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez une perte sèche. Alors, vous avez une perte de valeur, une perte de savoir-faire, vous avez une perte de la clientèle française puis internationale. Vous avez aussi euh, voilà, tout un tas de choses comme ça qui font que euh, ce qui a mis en fait des années, un capital humain très important, un capital en termes de ressources, de temps, etc. à développer, tout d'un coup ça disparaît. Hein. Donc c'est ça en fait qui se passe dans l'économie française en ce moment. C'est ça la catastrophe. Hein. C'est ça, quand vous regardez une courbe comme ça, il faut penser à ça. C'est-à-dire que pour recréer ensuite toutes les défaillances d'entreprises qui ont été constatées, ça va prendre très longtemps. Alors, et c'est très dangereux d'avoir ça parce que justement, on a des chiffres du chômage qui montrent normalement, enfin qui affichent plutôt un chômage au plus bas ou pas loin des plus bas, mais qui est quand même en train de commencer à remonter. Hein. Mais on voit bien en fait que on passe d'entreprises très qualitatives comme ça, hein, à bah, finalement ils tombent en défaillance. Les gens qui ont de la valeur dans ces entreprises, et peut-être ils vont créer une autre entreprise, etc. Mais elle ne sera pas aussi opérationnelle que la première. D'autres vont aller comme micro-entrepreneurs, d'autres encore peut-être plus tard comme chômeurs, ils vont avoir des formations, des trucs comme ça. Donc, quelque part, vous n'allez pas voir ça dans l'économie, dans les courbes, dans les chiffres tout de suite, mais petit à petit, vous allez voir l'économie qui va se dégrader. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ça qui se passe. Vous regardez les chiffres de la productivité en France, vous allez voir après chaque crise, ça s'est passé déjà après la crise des subprimes, ça s'est passé après la pandémie, et c'est ce qui va se repasser maintenant. Je veux dire, petit à petit, il y a une dégradation du tissu économique qui fait pas les gros titres des journaux, et c'est dommage, parce que c'est vraiment ça qui plombe et qui coule la société française. Il y a, il y a 20 ans, quand on allait à l'étranger,
on voyait d'autres pays, même dans les pays, enfin, il y a 20 ans, ouais, dans les pays en voie de développement, on se disait, ouais, la France, c'est quand même qualité, machin, un truc comme ça. Bah, ça change, hein. Ça change beaucoup même, hein. La situation est vraiment en train de se dégrader. Ça joue sur tout, hein. Ça joue aussi sur les relations sociales, etc. Je veux dire, le fait que les relations sociales soient mauvaises, euh, on peut peut-être s'interroger, mais comme dirait Clinton, it's economy stupid. C'est-à-dire, c'est tout basé sur l'économie. Vous avez beau ne pas voir le chômage tel qu'il est et la crise économique telle qu'elle est, elle est bien présente et elle se voit dans le comportement des gens. Voilà, c'est un peu comme dans les anciens pays communistes où on avait des trucs, le peuple est heureux, machin, tout ça, puis derrière c'était la queue, etc. quoi. Mais voilà, voilà, c'est terrible, vraiment, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur le sujet? Bon, pas nécessairement. Donc on avait regardé, ouais, après. Bon, je ne veux pas trop interpréter les chiffres d'un mois sur l'autre parce que là, on a vu, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, il y a eu une erreur de 100 milliards dans les prévisions du déficit. Tout le monde aimerait comprendre cette erreur. Bah, en fait, elle n'est pas difficile à comprendre. Je ne vois pas, même pas pourquoi on se pose la question. Euh, je vois pas pourquoi on se pose la question de l'erreur à 100 milliards de dollars. D'ailleurs, ça se voit en fait dans le chiffre du budget de l'État actuel. Le chiffre, il a pas, à mon avis, le chiffre, il n'a pas été choisi par hasard. 60 milliards, 60 milliards d'euros, hein, supplémentaires, économie, etc. En fait, ce budget-là corrige à peu près le chiffre qui correspond plus ou moins aux 100 milliards de dollars ici, 100 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que en fait, avant 2024, vous aviez une prévision pour 2024 de 4,4% du PIB à propos du déficit. Et puis en fait, le déficit, euh, il est passé à plus de 6-7%. Donc quand vous faites la différence, en fait, par rapport au PIB, hein, bah, vous retrouvez en fait ces chiffres-là. Donc c'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant du tout en fait que on se retrouve. Je veux dire, tout est lié, hein. Il y a pas trop de marge. Alors ce qu'on peut quand même voir, c'est que après, voilà, on a le 10 octobre. Bon, les choses commencent peut-être un peu à se tasser sur la dette française, hein, par rapport au bond allemand. Hein, peut-être les choses commencent à se tasser un peu. Donc ça, c'est OK. Je voulais faire aussi un point sur l'indicateur de crise en provenance des États-Unis. Alors, il faut faire attention parce que voilà, c'est quelque chose qui fluctue. Ici, c'est pas repassé sous le zéro. Donc ça veut dire que le signal de future récession aux États-Unis, eh ben, il n'est pas éteint. Donc pour l'instant, il est encore valide. Ça veut dire que là, ça fait un mois en fait qu'on est repassé dessus ici. Donc ça veut dire quelque part que une prochaine récession, bah, c'est soit dans le trimestre qui vient, soit quelques trimestres plus tard. Tant que ça ne franchit pas ici la barre ici. Hmm. C'est à croire que le NFP a participé à l'élaboration de ce projet. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que à un moment donné, il doit y avoir quelque part
Je pense que les gens qui gagnent pas, qui font partie du haut, on va dire, hein, qui gagnent beaucoup d'argent, sont peut-être pas très contents parce que c'est vrai qu'il y a quand même un impôt qui les touche, hein. Les fameux 20 milliards de recettes supplémentaires. Mais je pense que c'est à un moment donné, voilà, il faut que ça soit comme ça, quoi. Je veux dire, 13 milliards des entreprises, des grandes entreprises. Bon, on peut pleurer sur les grandes entreprises, mais moi je préfère que ça soit pris sur les grandes entreprises plutôt que ça soit pris sur les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer les trucs à la fin du mois. Et puis, je veux dire, faut jamais oublier, c'est ce qu'ont oublié un peu trop facilement les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, et c'est pour ça qu'ils le sont, hein. Il faut pas oublier que c'est pas l'économie, c'est un début, mais ensuite vous avez la société. Et donc, quelque part, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de décent, on va dire, au niveau de la société. Sinon, ça devient inacceptable. Et à ce moment-là, on arrive sur le pire. Je pense que malgré tout, ce qu'a quand même compris Barnier, c'est que il faut arriver à faire des compromis. Et on ne peut pas, au départ, demander des sacrifices aux Français, en tout cas aux Français de base. Ça, c'est vraiment le truc qui est, euh, qui est pas possible, quoi. Donc, coupe dans les effectifs des fonctionnaires, bah oui, mais bien sûr, coupe dans les effectifs des fonctionnaires. Le déficit public, par définition, c'est un déficit de la fonction publique. Enfin, je veux dire, c'est les dépenses de l'État. Donc, comme dans tous les pays où on doit réduire le déficit public, c'est nécessairement, ça touche nécessairement l'État, donc les fonctionnaires. Mais je veux dire, ça enfin c'est prévu, si j'ose dire, depuis longtemps. Les gens qui ont poussé à l'endettement de l'État le savaient très bien, hein. Je n'irais pas dire qu'ils ont poussé ça pour faire exprès, mais ils le savent très bien qu'au bout d'un moment donné, vous avez deux types de dettes, hein. Vous avez la dette privée, c'était le cas de la crise des subprimes, et vous avez la dette publique. C'est la crise dans laquelle on est en ce moment, hein. Et la crise des subprimes, elle se résout par la faillite des opérateurs privés. Et les crises publiques, elles se résolvent par des économies. Et c'est nécessairement des réductions de budget de l'État. Donc, une réduction du nombre de fonctionnaires. Ça, je veux dire, c'est pas très surprenant, hein. Euh, une taxe sur les très hauts revenus, ça c'est pareil. Je veux dire, on peut pas dire que ça soit. Ouais, on peut dire que c'est un programme du NFP que de mettre une taxe sur les très hauts revenus, mais je pense que quelque part c'est légitime, c'est normal. Il y a eu une politique qui s'est affichée en tout cas pro riche. Il y a eu des termes échangés et une façon d'imposer ça à la population qui a été de force, hein. Il n'y a pas eu de négociation finalement sur ce qui s'est passé ces 12 dernières années, depuis 2012. Et donc, quelque part, je veux dire, profiter des mesures qui ont été prises passivement, même si on ne les a pas demandées, à un moment donné, et on en a quand même tiré des bénéfices. Donc à ce moment-là, c'est un peu normal que la balance, elle reparte de l'autre côté. Je vois pas ce qu'il y a d'anormal à ce que des gens qui gagnent beaucoup d'argent en France payent plus que ceux qui en gagnent moins. Franchement, moi, ça me choque pas. Je veux dire, le problème de la France, c'est pas le niveau d'impôt. Il y a des pays dans lesquels vous payez plus d'impôts. Je suis désolé. Je veux dire, on peut raconter aussi là encore ce qu'on veut. Faut pas aller très loin, suivez mon regard. Vous avez en Europe des pays dans lesquels vous payez plus d'impôts qu'en France. Vous allez dans le monde en tant que salarié, par exemple, en tant qu'indépendant, voilà, vous payez plus d'impôts qu'en France.
Si vous allez dans d'autres pays dans le monde, vous allez payer plus d'impôts, par exemple, si vous avez une entreprise, ça va être plus compliqué. Hein. Mais c'est pas une question de niveau de l'impôt, c'est pas le problème. Il y a eu des impôts qui ont été beaucoup plus élevés. Je crois aux États-Unis, il me semblait qu'il y avait un taux d'imposition à 80 ou 90%. Enfin voilà, c'était un truc, ça existait. Et pourtant, c'est le temple de l'économie libérale. Donc ça n'a rien à voir. Le problème de la France, c'est pas l'impôt. Le problème de la France, c'est le fardeau administratif. Parce que, je sais pas, on veut probablement justifier qu'il y ait tout un tas de gens qui, en fait, ont pas grand-chose à faire. Donc il y a tout un tas de process, de paperasse administrative qui sont inutiles, qui font perdre du temps à ceux qui produisent vraiment de la valeur, pour le coup. C'est ça le problème. Vous avez, vous avez tout ce problème administratif, tout ce fardeau administratif. C'est ça, en fait, le vrai impôt français, la vraie taxe française, le vrai truc qui grève les entreprises, qui font partir les gens à l'étranger. C'est le fait que vous ne pouvez pas lever le petit doigt sans avoir à remplir des milliers de trucs administratifs. Et le jour où vous avez un problème, c'est tout de suite un enfer, un labyrinthe infernal de gens qui connaissent plus ou moins les trucs, voilà, où c'est plus... Enfin, voilà, donc... Mais c'est ça le problème français. C'est pas le niveau de l'impôt, c'est le problème administratif de tout le fatras de lois, de réglementations, de choses comme ça. C'est ça le problème. Bon, la fiscalité environnementale, ouais, ok. Les taxes, ça c'est un problème. Chaudière à gaz, ok. La French Tech prend de plein fouet le coup de rabot de Bercy. Ouais, la French Tech. La French Tech. Il y a pas mal de gens dans la French Tech. Quand on regarde French Tech, en fait, on se dit, oh, c'est la technique et tout ça, machin, c'est la technique. Oui, en fait, c'est quelque chose de quand même qui est, là encore, extrêmement administratif, si vous voulez. Normalement, ça devrait carrément pas exister. On devrait pouvoir en France créer des entreprises dans n'importe quel domaine sans avoir à être entouré de ce genre de trucs-là. Ça sert à rien. Il faut que les entreprises, elles soient libres, mais il faut qu'elles soient libres, qu'elles aient moins de contraintes administratives, moins de paperasse à remplir. Et ils sont carrément capables de prendre en compte tout le marketing. Mais là, vous avez en fait tout un écosystème qui s'est développé, qu'il faut payer, hein, qu'il faut payer. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui vont se trouver à droite, à gauche, vous allez avoir du temps perdu en réunion, alors que c'est des clients qu'il faut trouver. Je veux dire, bon, je ne vais pas continuer là-dessus, mais je veux dire, ça c'est emblématique. Et puis vous avez combien de gens là-dedans qui sortent de Sciences Po, par exemple? Mais qu'est-ce que ça a à voir, Sciences Po, avec la tech? Ces gens-là, ils n'ont rien à faire là-dedans, quoi. Je veux dire, la tech, c'est de la technique, ça doit être fait pour les ingénieurs, pour les techniciens, point barre. Euh, Quand vous créez une entreprise aussi, mais c'est très français, mais c'est pour ça que ça marche pas. Hein. C'est pour ça que c'est une catastrophe, parce que vous avez tout cet empilement de fatras administratifs. Ce qui est important, si vous voulez, le plus important, c'est est-ce que vous avez des clients qui sont prêts à payer pour ce que vous avez? Voilà, c'est ça en fait le truc. Est-ce que vous êtes capable de ramener ça? Si vous n'avez pas ça, franchement, montez pas une entreprise, vous allez vous planter. Ça marchera pas. Est-ce que vous avez des clients? Alors, l'idée, c'est jamais un client plus de 20% du chiffre d'affaires, donc ça veut dire il vous faut au moins 5 clients. Donc, il faut que vous ayez ça pour démarrer. Si vous n'avez pas des clients qui sont prêts à vous signer un contrat ou à vous acheter ce que vous avez, si vous n'avez pas un nombre suffisant, si vous n'avez pas ce genre de truc-là, ne montez pas une entreprise, ça sert à rien. La chute, elle va être très très désagréable. Monter l'entreprise au départ, ça va être très facile. C'est l'enthousiasme. Mais très vite, vous allez avoir des problèmes. Il y a énormément d'entreprises qui se cassent la figure. Alors pas les micro-entreprises. Pourquoi elles se cassent pas la figure? Enfin,
pourquoi dans les chiffres, les micro-entreprises se cassent moins la figure? Bah, parce qu'au départ, elles commencent avec pas de capital, et puis que de toute façon, elles vivotent. Donc une entreprise qui vivote, elle ferme pas, elle continue de vivoter pendant longtemps. C'est pour ça que vous avez tous ces chiffres-là. Donc pour moi, la situation, elle est effectivement de plus en plus catastrophique, hein. C'est vraiment, je pense que là, on atteint vraiment des sommets, hein. Voilà, je veux dire, si on n'avait pas eu la baisse du mois d'août ici, hein, bah, c'est a fait une moyenne comme ça. Donc on va voir ce que ça donne d'ici la fin de l'année. Mais bon, c'est vraiment une très très mauvaise période, hein. En plus, si vous voulez, avec ça, je vous ai expliqué, il y a la perte de la clientèle. Ça veut dire euh, les, le fait qu'une entreprise fasse faillite ici, ça supprime pas ses clients. Ses clients, il va falloir qu'ils se fournissent ailleurs. Là, la France fournit beaucoup de services. Mais à ce moment-là, ils peuvent se trouver du service moins cher en Inde. Comme il y a des accords qui sont plus ou moins, je sais pas, en place ou plus ou moins liés avec ce pays-là, parce que bah, les gens qui signent les accords, eux, c'est pas eux qui bossent, hein, donc l'État leur verse l'argent, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous, le client français, là, son entreprise va faire défaillance, va trouver un fournisseur ailleurs. S'il ne le trouve pas en France, il va le trouver je sais pas, en Inde, par exemple, et ça deviendra un client captif, parce que ça sera beaucoup moins cher. Alors, on va me dire, oui, la qualité n'est pas la même. Oui, mais pendant les quelques années où une autre entreprise française aurait pu redémarrer ou reprendre, eh ben, elle va être tuée dans l'œuf à cause de ça. Donc c'est pour ça, en fait, que ça se casse la figure. C'est pour ça que ça va de mal en pire, que les gens sont pas contents, que les gens disent que ça va pas. C'est pour ça. C'est vraiment pour ça. Et c'est parce qu'il y a des chiffres comme ça qui existent, qui sont présentés aux gens comme étant une grande réussite, que les gens comprennent pas que dans ce qu'ils vivent, ça se passe pas bien, alors qu'on leur présente une actualité rose, hein. C'est pour ça. C'est juste une histoire d'affichage, en fait. Ce que vous voyez dans la vie et qui est dramatique, je veux dire, c'est ce qu'il y a vraiment. Je veux dire, les centres-villes qui ferment, les faillites, tout ça, c'est ça la réalité. C'est pas de dire, oh, on a battu un record de création d'entreprises. Non, c'est n'importe quoi. Il y a juste plus de gens qui sont en précarité. Voilà, je vous remercie, bonne journée.